Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 9 de cette Vuelta. Étape numéro 9 qui va être sacrément corsée. C'est peut-être l'une des étapes les plus dures de cette édition. Ouais, c'est sacrément dur. Et surtout, elle arrive tard dans cette première semaine. Donc, avec de la chaleur aussi, qui aura joué des mauvais tours à certains coureurs. Il fera encore chaud sur cette étape, on y reviendra dans la partie météo, mais ça va être une journée très difficile. Pour tout vous dire, le deuxième nom de la première côte du jour, qui a deux noms, s'appelle le Collado del Muerto. J'espère que ça va pas être la Muerto des espoirs pour certains coureurs au niveau du général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris, votre grosse cote pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et vous pouvez cliquer plus rapidement sur les miniatures et sur les notifications, ce qui permet de soutenir mon travail. Deuxième possibilité pour soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les nouveaux abonnés sur la chaîne. Oui, comme je disais, étape qui va être corsée. Pourquoi elle va être corsée cette journée? 4486 mètres de dénivelé positif sur 180 km. C'est la deuxième étape avec le plus de dénivelé positif sur cette Vuelta. Deuxième paramètre à prendre en compte, eh bien, on est le 9e jour de course sans repos d'affilée. Alors certes, on a eu un prologue, un contre-la-montre de 12 km le premier jour, mais ensuite on a eu des étapes avec la chaleur. C'est vrai qu'on n'a pas eu de jour de pluie sur ce début de Vuelta et on a eu beaucoup de journées au-delà de 30 degrés et ça joue sur la récupération parce que il est quasiment impossible sur le vélo de récupérer la sudation que l'on perd, même en buvant, c'est quasiment impossible. Vous perdez des litres et des litres d'eau et le corps humain, en fait, quand il fait un effort, n'est pas en capacité de boire autant qu'il perd, grosso modo. C'est-à-dire que vous êtes limité en capacité d'apport hydrique quand vous faites un effort. Vous ne pouvez pas boire autant que vous voulez. Et c'est de plus en plus compliqué, plus vous êtes haut dans l'effort, c'est de plus en plus dur de s'hydrater, plus vous êtes haut en termes de rythme cardiaque. Donc autant vous dire que dans certaines montées, ça n'a pas dû être de la tarte pour les coureurs et les journées s'enchaînent de fortes températures. Alors on n'est pas non plus sur de la haute canicule, parce qu'on n'a pas dépassé les 40 degrés par exemple, mais on est sur des températures entre, je dirais, 33 et 38, grosso modo, depuis le début de la semaine. Et le problème, c'est que c'est tous les jours pareil. Donc au bout d'un moment, ça a des conséquences sur l'organisme avec la fatigue qui s'ajoute. Il va falloir faire attention au délai pour les sprinters. Je pense à Cadengrove parce que ça va pas être facile de rentrer dedans. On va avoir cette étape, elle cumule beaucoup de difficultés. Il y a deux choses qui sont pas évidentes pour les sprinters, mais aussi pour beaucoup de coureurs du peloton. On va à la fois avoir la répétition des efforts, 3 côtes de première catégorie, et en même temps la répétition également des forts pourcentages. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Je pense qu'au final, dans cette journée, on va faire 10 ou 11, je sais pas, 12, peut-être 12 km au-delà de 9% de moyenne. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas évident. Les 3 difficultés du jour ont des forts pourcentages. Les 3 difficultés du jour, ont des passages au-delà de 10%. Et oui, ça va faire extrêmement mal. Et les 4500 mètres de dénivelé positif, vous en avez 3005, peut-être pas 3005, mais 3000, c'est sur les 3 côtes du jour. Donc c'est sur les 80 derniers kilomètres de course. Et oui, donc ça va être très condensé. Les 3 côtes s'enchaînent en plus. Il n'y a pas de temps de repos entre les 3 difficultés. Les descentes vont pas être faciles parce que, notamment, la première descente, il y aura des forts pourcentages dedans. L'autre descente, on va la faire à 2 reprises, mais ça va pas être si évident que ça non plus. Donc non, la journée va être très dure. Elle aura des conséquences. Elle aura des conséquences également sur le reste de la course parce qu'il ne faut pas croire, même si demain c'est journée de repos, la journée de repos ne va pas être si évidente que ça. Parce que là aujourd'hui on est à Grenade.
qu'on est en Andalousie. On va quasiment remonter au niveau de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc complètement à l'autre bout de l'Espagne. Donc même si ça va se faire en avion, ça va être du 4 heures d'avion, peut-être 3 heures, 4 heures d'avion. Le temps d'enregistrer les bagages et vous savez tous les protocoles pour reprendre un... Enfin, vous pouvez vous douter tous les protocoles pour prendre un avion, même si là c'est peut-être un petit peu plus facile. Ça reste un temps qui n'est pas employé à la récupération. Donc demain, en fait, la journée de récup va passer très vite. Je ne sais même pas si l'avion c'est ce soir ou si c'est demain. Et puis il faut rappeler également que ça n'a pas été une journée facile au niveau des temps de trajet. Les temps de transfert, il y en a eu quand même pas mal. Je rappelle, on a commencé du Portugal, donc sur la côte ouest, du côté de Lisbonne, pour atteindre Grenade, quasiment sur la côte est, de l'autre côté de l'Espagne. Donc là aussi, ça à prendre en compte. Voilà, on a enchaîné les difficultés, on a eu pas mal de temps de trajet. Donc c'est de la fatigue plus. Et ça va peut-être exploser encore plus sur cette journée. Déjà que l'étape 8 a quand même été assez roulante. On pensait peut-être plus à une étape de récup. Ça n'a pas été une étape de récup cette journée numéro 8. Allez, on regarde tout de suite le parcours. Le parcours de cette étape numéro 9 qui fait peur en cette fin de première semaine. On parle de Motril pour aller à Granada. 179 km avec 3 côtes de première catégorie à prendre. En fait, on aura 2 fois la même difficulté, la taux de Azalanas et puis le Puerto de El Porche. On part de Motril et déjà le début de journée n'est pas plat parce qu'on part de 241 mètres d'altitude, on part quasiment du bord de mer pour rejoindre un petit peu les terres et vous voyez que déjà il y aura des petites difficultés alors qui ne sont pas au classement de la montagne, mais on aura quand même 5 km 1 à 4,4 de moyenne, ça c'est au km 16,5, 7,1 km à 4,6 de moyenne au km 30, donc vous voyez qu'il y aura un petit peu de descente mais ça sera assez court. Et puis pour arriver vers Marchena, il y aura une montée encore de 6 km 6 à 5% de moyenne. Des côtes qui auraient pu être mises au classement de la montagne en 4e catégorie, notamment, mais ça n'a pas été décidé par les organisateurs. On arrivera à Granada, qui sera, on va dire, la plaque tournante presque de cette journée, parce qu'on reste autour de Grenade. Sur cette étape. Il y aura une première difficulté à prendre, le sommet qui sera à 97 km 500 de l'arrivée, donc c'est-à-dire qu'on sera à 72 km de l'arrivée précisément, le Puerto de El Porche, 8 km 9 à 7,7 de moyenne, côte qui sera à 1481 mètres d'altitude, ce ne sera pas le sommet de la journée, on le regarde tout de suite, ce Puerto de El Porche, voilà. Ah bah c'est mûr, c'est monstrueux, c'est dur, c'est peut-être court, si on compare à une montée comme l'Alpe d'Huez ou l'Angliru par exemple, qui sont un petit peu, je crois que l'Angliru c'est un petit peu plus long, mais bon. 11,3%, 10,4. Voilà, il y a à partir du kilomètre 1, quasiment jusqu'au kilomètre 8,9, il n'y a que 2 km qui sont en dessous des 8%. Et on est quand même à 7,8% et 7,5%. On a des passages, je crois, à 20%, je ne sais plus de la part des organisateurs. C'est monstrueux comme côte. C'est-à-dire que le 7,7 fait pas si peur que ça. 7,7%, on se dit, bon, c'est costaud, mais quand vous voyez la pente, enfin, à certains endroits, c'est monstrueux. 11,3% de moyenne, c'est costaud. Et c'est surtout que ça n'arrête pas. C'est-à-dire, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 4, la moyenne, elle est aux alentours de 10%. 10% de moyenne sur 3 km. C'est assez rare d'avoir ce type de situation-là. C'est monstrueux, ce Puerto de El Porche. Autant vous dire que les gens qui ne sont pas en forme risquent de souffrir. Et si on veut vraiment faire des grosses accélérations, essayer de mettre en difficulté des leaders, c'est déjà une première côte qui va faire mal. Parce qu'encore une fois, sommet à 72 km de l'arrivée, c'est-à-dire que le pied est à peu près à 80, on sera dans les 2 dernières heures de course quand même. Donc ça peut être intéressant. Premier passage à Pinot-Genil. Et puis là, le double passage à l'alto de Azalanas,
7 km 1, 9,6 de moyenne, au kilomètre 125 et au kilomètre 156, c'est-à-dire que ça sera à 22 km 500 de l'arrivée, précisément pour le dernier passage qui fera office de sprint bonification. Il y aura avant un sprint intermédiaire au kilomètre 147,5, juste avant les premières grosses difficultés au sommet d'une côte qui fait 5,3% pendant 5 km, avec notamment un passage pendant 1 km 9 à 7,6%. Bon, là le taux de Azalanas, c'est plus facile? Non, non, c'est le même principe. C'est monstrueux aussi. La différence entre les deux côtes, c'est que là on n'est plus en altitude. Mais regardez, 13,4%. 13,4%, c'est ce qu'on a au Puy-de-Dôme. Sur 1 km. Sauf que derrière, vous avez 11,7, 9,2. Là encore, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 5, le pourcentage max. Plutôt, pardon, j'ai eu un bâillement. Il est 21h50, mais j'enregistre depuis 16h. Enfin, je fais des choses depuis 16h. Avant 16h même. Entre le kilomètre 2 pardon, et le kilomètre 5, ça doit être du 10,5, non? 11%, j'irais de moyenne. C'est compliqué, hein? Encore une fois, ce qui va être dur sur cette étape, c'est les pourcentages et la répétition. C'est rare d'avoir cette capacité à trouver deux difficultés, mais de prendre 3 fois une difficulté avec autant de pourcentage à chaque fois. C'est ça qui va être difficile. Et ça veut dire qu'il va falloir faire attention également aux descentes, parce que même si la descente de cette côte est plus longue, ça veut dire que les pourcentages sont un peu moins forts, la première descente, comme vous voyez, ça fait un pic, ça fait un triangle, c'est-à-dire que la montée a quasiment les mêmes pourcentages que la descente. Sauf que du 11 ou du 12% en descente, ça peut être caca culotte déjà pour les gens qui ne supportent pas les descentes, mais ça peut être très compliqué à gérer en termes de freinage, parce que dès que vous freinez, vous délestez un petit peu la roue arrière, et ça peut vraiment provoquer des grosses chutes. Donc il faut faire attention, dès qu'on dépasse 10-11% en descente, déjà ça veut dire qu'on accélère très très vite. Donc les virages vous sautent à la gueule, il faut anticiper très vite, et ça veut dire que si vous freinez fort, vous allez avoir tendance à vraiment délester la roue arrière, quitte à ce qu'elle touche plus le sol, cette roue arrière, et alors là, si elle touche plus le sol, c'est bim bam badamoum dans le ravin. Et donc là, le taux de... Voilà, les descentes vont être costauds. Et puis après la descente du côté de Grenade, vous voyez, la grosse partie de descente, il y aura encore 5-6 km, ça sera en faux plat descendant, ça sera un petit peu moins fort au niveau de la descente. Ça ne veut pas dire que ça sera facile quand même de revenir sur un coureur qui serait parti sur ce sprint bonification. On regarde tout de suite le final, les derniers kilomètres, donc vous voyez, en faux plat descendant, quasiment jusqu'à l'arrivée, les 500 derniers mètres sont un peu moins en faux plat descendant. Eh bien, c'est pas très technique, il y aura un rond-point, quelques courbes, mais vraiment ça va, c'est pas très difficile. Et puis il y aura 2 virages, voilà, dans le dernier kilomètre, une première courbe assez large sur la gauche, et puis un virage à 90 sur la droite, qui voilà, sera, je pense, pas très compliqué à prendre. Et puis après cette étape, ça sera journée de repos, enfin les vacances. Enfin les vacances pour une journée, parce qu'à partir de mardi, ça rattaque fort. On regarde tout de suite la carte, donc comme je vous disais, on part du bord de mer pour aller un petit peu plus dans les terres à Grenade. En plus, ça va, pour tout vous dire, ça va pas être une journée de repos très reposante, parce qu'il va falloir aller de Grenade, je crois à Saint-Jacques-de-Compostelle, je sais plus où part l'étape de mardi, donc il va y avoir un énorme transfert en avion. Et ça va être très fatigant. Donc on part de Motril, vous voyez, donc début de journée, on contourne un petit peu les grandes difficultés, et puis ensuite, autour de Grenade, comme je le disais, on aura beaucoup de difficultés dans cette zone-là, voilà, avec ce petit circuit, et les deux côtes sont assez proches, vous pouvez le voir, et ça va être très très difficile à gérer pour les non-grimpeurs, notamment au niveau des délais, parce que les sprinteurs vont souffrir sur cette étape-là. Du côté de la météo, parce que je ne vous ai pas parlé de la météo, je devais vous parler de la météo. Dis donc, je suis vraiment fatigué, ça se voit. Météo, début de journée, grand soleil, 29 degrés. Il y aura un léger vent de sud sur ce début d'étape. Et puis plus on va remonter vers Grenade, plus il fera chaud.
Eh oui. 29 euros, vous allez me dire, ça va, c'est raisonnable. Ensuite, c'est 35-36. 35-36 en pleine. Donc c'est-à-dire qu'il va faire encore 32-31 au sommet. Hein. Pour avoir regardé, il fait entre 29 et 31 sur le sommet des deux côtes, donc encore à 1600 mètres d'altitude, donc ça veut dire qu'il va faire très chaud, et surtout de ce que j'ai vu, on va dire, des villes, c'est que c'est quand même très encaissé, donc il y aura assez peu d'air. De toute manière, on a un léger vent d'ouest entre 15-30 km/h, qui sera donc légèrement défavorable sur la fin de course, mais il est léger, il est entre 15 et 30 km/h. Et le risque de pluie, par contre, est un petit peu plus important en fin de journée. Autant on a un grand soleil pendant toute cette étape, mais le risque de pluie est aux alentours de 50% sur la fin d'étape. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Eh bien, on regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire de la Vuelta, on part de Motril. Motril qui a connu un passage de la Vuelta. C'était en 2017 lors de l'étape numéro 12. On partait de Motril pour aller à Antequera Los Dolmenes. C'était une étape qui était sur la première partie plate et puis la deuxième partie était beaucoup plus vallonnée. 2600 mètres de dénivelé positif, quasiment 7. Et ça s'était gagné en échappée. Et ce jour-là, ça avait été la journée du Polonais Tomasz Marcinski qui s'était imposé en partant à 22 km de l'arrivée. Il avait battu Omar Fraile, José Joachim Rojas ou encore Paweł Poliański. Donc c'était une belle journée pour la Pologne. Tomasz Marcinski qui a couru de 2006 à 2021, notamment chez Vacances Soleil, chez CCC aussi un petit peu et chez Lotto Soudal. Il a fait un long passage chez Lotto Soudal de 2016 à 2021, mais sa dernière année de carrière, il a fait seulement 38 jours de course. Et au final, il a fait assez peu de grandes courses même. Et en 2020, par contre, il avait fait aussi 38 jours de course, mais c'était une période Covid, donc assez atypique parce qu'il avait pu faire le Tour de Luxembourg et après le Tour d'Espagne, ce qui normalement n'arrive jamais, parce que normalement c'est le Tour d'Espagne avant le Tour du Luxembourg. Ben voilà, c'était sa première ou sa deuxième victoire sur le Tour d'Espagne. C'était sa deuxième victoire, parce qu'il avait déjà gagné à Sagunt, et il fera 6e du classement de la montagne ce jour-là. Voilà, Marcinski, et c'est, je crois, ses seules victoires sur un grand tour. Mais c'est un coureur qui a été 3 fois champion de Pologne, vainqueur du Tour de Maroc en 2015, parce qu'il était allé chez Torcu, où il avait remporté 3 étapes de cette course en 2015. Voilà, 9 grands tours, 5 Vuelta, 3 Giro, 1 Tour de France. C'est assez rare qu'on ait plus de Vuelta que de Giro de Tour de France. Bah, lui, il a réussi cette performance-là. On poursuit du côté de l'Alto del Porche. 8 passages du Tour d'Espagne dans cette difficulté. Le premier, un des premiers, c'était en 2004 lors de l'étape 14 qui avait été remporté, c'était entre Malaga et Grenade, remporté par Santiago Pérez de la Fauna qui était parti dans cette difficulté-là, 24 km 500 d'échappée. La dernière fois qu'on y est allé sur la Vuelta, c'était en 2017 lors de l'étape numéro 15. Elle avait été remportée par Miguel Andrés Lopez ce jour-là. On arrivait du côté de la Sierra Nevada, 3500 mètres de dénivelé positif, et Miguel Andrés Lopez avait réussi à partir à 6 km de l'arrivée. Cette côte était en début de journée. Simon et Adam Yates avaient perdu du temps sur cette étape au général, et à ce moment-là, c'était Chris Froome qui était en tête. Mais bon, Chris Froome remportera cette Vuelta 2017. Oui, j'avais oublié que Chris Froome avait souvent enchaîné Tour de France et Vuelta. J'avais fait cette petite erreur. Et il a réussi une fois à remporter les 2 courses en 2017. Ce qui est assez exceptionnel, il faut quand même le rappeler. Au niveau de son palmarès, vainqueur des 3 grands tours. Aussi Chris Froome, qui est encore en contrat jusqu'à l'année prochaine. Cette année, Chris Froome, il a 29 jours de course dans les pattes et il n'a pas couru depuis l'Arctic Race of Norway. Il a fait le Cebu Cycling Tour, le Dauphiné, et il avait fait Tirreno, Tour du Rwanda et Mercantour Classique. Bon, aujourd'hui, il est plus influenceur que véritablement coureur. Chris Froome,
qui continuera l'année prochaine à 40 ans. On ne peut pas dire que son contrat chez Israël depuis 2020 ait vraiment marqué les esprits en termes de résultats. L'Alto de Azalanas, une arrivée du Tour d'Espagne dans l'histoire, c'était en 2013. C'était Chris Horner, il faisait très chaud ce jour-là. Je vous ai mis en miniature la photo de Thibaut Pinot, c'est sur cette étape-là, qui est assez marquante. Ça avait été une journée, et pourtant Thibaut Pinot finit à 1,02, donc c'est pas une catastrophe ce jour-là, il finit 6ème, ce qui je crois est sa place à la fin de la Vuelta, il fait 6 ou 7. Mais Horner, qui s'imposera cette année-là, avait fait la différence sur cette étape-là, ce qui lui avait permis de prendre la tête du général face notamment à Nicolas Roche. Nibali avait fini à 48 secondes, Valverde à 1,02 sur cette journée qui avait été extrêmement éprouvante pour les coureurs avec des disqualifications. Thomas de Rent avait été disqualifié comme Androfin, alors je ne sais pas ce qu'ils avaient fait ce jour-là, peut-être un bidon collé. Lozada avait abandonné avec Guillaume Boivin et Barry Marcus. Voilà. Ça avait été une longue journée pour les sprinteurs. Geoffrey Soupe, par exemple, était dans les 10 derniers de l'étape à quasiment 30 minutes de retard sur les leaders. Et puis on arrive à Grenade, pas mal d'arrivées à Grenade. Je vois Samuel Sanchez en 2007, Tom Danielson en 2006. Tom Danielson qui était un jeune américain très prometteur et puis il n'a jamais réussi vraiment à performer. Beaucoup de chutes dans sa carrière, Tom Danielson, de souvenirs. Et ouais, voilà, il y a eu sa dernière victoire en carrière, c'était 2014 sur le Tour d'Utah. Et une seule victoire sur un grand tour et 3 victoires seulement en dehors des États-Unis. C'est-à-dire non, 4, pardon, parce qu'il y avait eu le Tour du Langawi, qui était sa première victoire chez les professionnels en 2003. Le Tour d'Autriche en 2006, donc cette étape du Tour d'Espagne en 2006 également, et puis une étape du Tour de Burgos qui était, je crois, un contre-la-montre. Voilà. Mais il tombait assez souvent. Souvenir que j'avais Tom Danielson. Voilà. Il y a eu le Tour d'Andalousie également, Jack Haig en 2020, Simon Yates, Thomas Boudin en 2018 avait remporté des étapes. Puis je vois sur la Vuelta, Jalabert avait gagné une étape en 94 et en 97, Mousseou, c'était sur le Tour d'Andalousie lui, et puis Fabrizio Guidi en 98 avait gagné également du côté de Grenade. On regarde tout de suite les cyclistes du jour. Premier cycliste du jour, Carlos Rodriguez, qui est pas très loin. Il est de Almunewecar. Carlos Rodriguez, lui qui est sur cette Vuelta, qui a fini 7ème du dernier Tour de France, vainqueur du Tour de Romandie cette année, 4ème du Dauphiné. Mais sur les grands tours, on s'attendait peut-être un petit peu mieux. Voilà, jusqu'à maintenant, de Carlos Rodriguez, qui est 12ème du général. Il y a également Joaquim Galera qui est né à Armilla. Joaquim Galera, vainqueur du Tour de France, c'était en 1965, mais c'est peut-être l'un des coureurs l'un des vainqueurs sur le Tour de France le moins connu. D'étape, pardon, sur le Tour de France, peut-être l'un des moins connus. Moi j'ai dit Tour de France, un vainqueur d'étape sur le Tour de France. On voit que je suis bien fatigué, 22h13 maintenant. En 1965, on s'attendait à ce moment-là à ce que ça soit, à ce qu'il soit très prometteur, surtout que l'année d'avant il était devenu champion d'Espagne de la montagne. Et puis, ouais, il lui manquera peut-être quelque chose pour faire mieux que 11e en 69. Qui a son meilleur résultat. Et puis sur le Tour d'Espagne, il a fait 8ème en 70 et il a fait 2 fois le Tour d'Italie. Voilà, peu d'informations sur ce coureur malgré quelques résultats du côté de la CAS par exemple. Il était dans l'équipe CAS en début de carrière, Joaquim Galera. Et puis on a Juan Miguel Mercado, lui aussi double vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il est né à Grenade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait gagné avec Agritubel en 2006. C'était la première fois qu'on voyait une équipe de 2e division s'imposer sur une étape du Tour de France.
Et là, c'était des petits poussés. Hein. Agritubel, quand on parle de deuxième division à l'époque, Agritubel, c'était une équipe vraiment qui avait des moyens qui étaient extrêmement restreints. C'était 6-7 millions d'euros, ce qui aujourd'hui semble assez dingue. Il y avait pourtant 26 coureurs, mais c'était des coureurs qui étaient soit en tout début de carrière. Là, je vois par exemple Cédric Pinault. Ou des coureurs qui avaient eu du mal à performer ou qui étaient un petit peu sur la fin. Mercado, par exemple, il avait été chez Quick-Step, ça s'était moyennement passé. Il était passé chez Vitalicio, chez Ibanesto, mais il n'avait pas réussi vraiment à se montrer. Et il y avait par exemple Cédric Coutouli à l'époque dans cette équipe. Il y avait Agnoluto qui était en fin de carrière. Cédric Coutouli, Stéphane Bergès, c'était un coureur qui était passé chez AG2R, voilà, qui a fini sa carrière chez Agritubel. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fini leur carrière chez Agritubel. Il y avait Moises Duenas qui lui a arrêté sa carrière. Il n'avait pas été pris pour dopage lui. Ah non. Je me souviens qu'il avait été chopé pour dopage à l'époque quand il était chez Barloworld. Mais c'est pas marqué. Puis il a quand même un trou dans sa carrière. Mais voilà, c'était une équipe qui misait sur les jeunes coureurs, qui n'a pas duré très longtemps, en 2005-2009 seulement Agritubel, parce qu'ils avaient décidé de se lancer dans le cyclisme quand il y avait eu la création des 3 divisions. C'était en 2005, à l'époque du Pro Tour. Mais oui, l'équipe a arrêté assez vite au final, n'a pas eu une grande longévité. Hein. Michael Buffas, par exemple, qui est passé dans cette structure en 2009. Il y avait Vaugondi, il y avait Moreau encore, qui était en fin de carrière, mais qui continuera l'année d'après chez Caisse d'Épargne. Il y avait qui d'autre? Il y avait Calzati, qui était là. Steven Kaetoven, qui était un bon petit sprinter. Maxime Bouet commençait sa carrière. Il y avait Nicolas Jalabert, qui était encore là. Qui arrêtera sa carrière cette année-là même. Et puis il y avait Calzati qui continuera pas beaucoup plus longtemps. Il passera chez Sky en 2010. Il fait partie des débuts de Sky, Calzati. Puis ensuite il va chez Bretagne Schuller, mais il avait, je crois, des problèmes de genoux récurrents, Calzati, ce qui lui a un peu pourri sa carrière, il faut bien le dire, parce que c'était un jeune coureur prometteur, vainqueur du Tour de l'Avenir, notamment en 2004, dans un contexte où il faut rappeler que le Tour de l'Avenir était à l'époque une course par équipe de marque, et donc c'était pas du tout comme aujourd'hui. Bien entendu, il y avait les frères Feuillu, et c'est une équipe qui s'arrêtera fin 2009, avec notamment 23 victoires, alors notamment sur des courses de 2, mais il y aura eu une étape sur le Tour de France pour Brice Feuillu, et puis Romain Feuillu qui s'impose sur le Grand Prix de Fourmies en fin de saison. Voilà, ça a notifié. Et donc Mercado qui s'était imposé sur 2 étapes du Tour de France, vainqueur de la semaine catalane, du Tour de Burgos, du Tour d'Autriche en 2005, du Tour de Castille et Léon, également dans sa carrière. 8 grands tours, ce qu'il a arrêté très jeune, hein. Il a arrêté en 2007 chez Agritubel, donc à 29 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui était très jeune à l'époque, hein, d'arrêter sa carrière à ce niveau-là. Stratégie, moi je vois une grande journée de cyclisme, beaucoup d'attaques, je vois beaucoup d'attaques. Victoire d'un leader, parce que je pense qu'il y a des mecs qui ont vraiment envie de mettre un petit coup de poing dans le classement, soit parce qu'ils ont pris du retard aujourd'hui et que c'était pas vraiment de leur fait, soit parce qu'ils pensent que Roglic va peut-être avoir une craquante aujourd'hui, parce que voilà, ses propos en interview, il laisse toujours planer le doute, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'animation aujourd'hui. Voilà, c'est une étape intéressante pour créer des mouvements de course. En plus, avec ces 3 difficultés, donc je vois pas la victoire d'une échappée sur cette étape. Du côté de mes favoris, et aussi pourquoi je vois pas la victoire d'une échappée, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont attaquer et qui vont peiner ensuite dans les passages à 12-13%. Les favoris, Roglic, pour l'instant je pense que c'est le mec le plus fort avec Enric Mas. Et Enric Mas, alors certes il a progressé
dans les forts pourcentages, mais voilà, j'ai préféré Roglic. Je l'ai pas mis Henrik Mas, hein, pour tout vous dire. Je tente le coup qu'Henrik Mas serait pas bien aujourd'hui. Je tombe Sepkus. Hier, oui, certes, il est tombé, mais Sepkus, il faut s'en méfier. Peut-être il a été un peu fatigué également de ce qu'il avait fait la veille. C'est un coureur qu'on va peut-être commencer à laisser partir. Il est à 5 minutes. Mais ça peut être un coureur très dangereux. Et puis c'est pas comme si l'année dernière sur la Vuelta, il avait gagné en partant dans une échappée. Jean Almeida, il n'est pas si dangereux que ça au général. Il a perdu beaucoup de temps. Alors certains diront oui, il n'est pas fort dans les forts pourcentages. Mais bon, là, il faut peut-être tenter le tout pour UAE. Parce que sinon, s'il n'y a pas de coureur dans le top 10 à la fin de cette Vuelta pour UAE, ça voudra dire que c'est un raté. Et chez les Émiratis, on n'aime pas vraiment se rater. Puis en grosse cote, allez, je voulais tenter un Mentiste en cas d'échappée, mais j'y crois pas plus que ça. Programme télé, départ fictif 12h35. Durcal à 125 km de l'arrivée entre 14h08 et 14h17. Le pied du Puerto de El Porcher, catégorie 1, à 90 km de l'arrivée entre 15h01 et 15h15. Pied du Alto de Azalanas, première catégorie, premier passage à 15h44, entre 15h44 et 16h04, ça sera à 54 km de l'arrivée, pour une arrivée prévue entre 17h16 et 17h46, et nous on se retrouvera pour faire le débrief de cette étape sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis demain, il y aura certainement une vidéo, on fera le bilan de cette première semaine du Tour d'Espagne. Allez, et puis peut-être qu'il y aura une vidéo sur les Paralympiques déjà, hein, pour vous présenter un petit peu les différentes catégories avant de regarder les Paralympiques. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.